effectivement, les médicaments antiépileptiques, comment ça marche? Faut premièrement vous avouer qu'il y a beaucoup de médicaments qui marchent dont on ne connaît pas précisément le mécanisme, donc il faut être assez humble. Donc on pense, il y a quand même maintenant des arguments très forts, hein, qu'on va moduler l'excitabilité des cellules neuronales. Et par différentes méthodes. Donc, je ne sais pas si vous avez un peu en tête les neurones qui dialoguent entre eux au travers de synapses. Une petite zone où il y a un neurotransmetteur qui communique d'une cellule à une autre une information. Et donc, il y a toute une série de médicaments qui sont faits pour bloquer les neurotransmetteurs. Et c'est un peu simpliste, mais quand vous avez un neurotransmetteur qui excite la cellule d'à côté, eh bien, vous avez un médicament qui va effectivement bloquer les neurotransmetteurs excitateurs. Voilà. Et ça, l'exemple typique, ce sont ce qu'on appelle les benzodiazépines, les barbituriques, donc le Gardénal, le Rivotril, l'Urbanil, le Lexomil. Tous ces traitements vont effectivement agir pour bloquer l'excitation en fait, des neurones. Et puis, donc il y a d'autres mécanismes d'action qui sont cette fois-ci non pas sur la communication entre les cellules, mais au niveau de la cellule elle-même, on peut contrôler son niveau d'excitation. Et comment ça se passe? Eh bien, il y a des canaux. Il faut savoir que c'est une cellule avec des petits canaux qui traversent la membrane et qui sont perméables à des ions. Il y a du sodium, il y a du potassium, il y a du chlore. Et tout ça, ça passe de droite à gauche. Et ce qui, justement, va contrôler l'excitation du neurone, c'est le flux d'ions au travers de certains canaux. Et donc, il y a plein de médicaments, donc ça soit le Tegretol, le Lamictal et plein d'autres. Pratiquement la moitié des médicaments antiépileptiques aujourd'hui, ils agissent sur des canaux qui font rentrer du sodium dans la cellule. Et ce qu'il faut, c'est que ça ne soit pas un blocage complet, parce que si vous bloquez toutes les cellules du cerveau, vous êtes dans le coma, donc ce n'est pas le but du jeu. Mais c'est d'avoir trouvé des médicaments qui empêchent que les canaux ne s'ouvrent trop rapidement et trop fréquemment. Donc on laisse passer l'information normale, mais on évite qu'il y ait, ce qui se passe pendant une crise, beaucoup trop d'excitation. Voilà. Et puis, donc ça c'est un peu les grandes cibles. Et puis il y a d'autres médicaments nouveaux, donc pour citer par exemple le médicament Keppra, qui avait été trouvé comme étant efficace, mais à l'époque où il a été commercialisé et où les patients avaient déjà des effets positifs, la compagnie pharmaceutique ne savait pas comment ça marchait. Donc ça aussi, il faut accepter l'idée qu'il y a ce qu'on appelle des screenings. Donc il y a des modèles animaux, c'est nécessaire. Et puis on teste plein de molécules. Et puis il y en a une qui marche dans un modèle animal. Et puis on se rend compte qu'elle est intéressante. Et ce n'a été que des années plus tard qu'on a pu comprendre qu'elle bloquait une petite protéine à un endroit. Et encore qu'on n'a pas tout compris. En fait. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle aussi la sérendipité. C'est-à-dire qu'on trouve par hasard, qu'on a découvert la pénicilline, et des molécules qu'on teste presque systématiquement pour savoir quelles maladies éventuellement elles peuvent traiter. Je crois que ça va être le cas pour la leucémie myéloïde chronique. On a découvert, alors qu'on en mourait il y a 20 ans, on a découvert qu'on pouvait avoir des traitements très ciblés et on l'a découvert presque par hasard. Enfin, c'est parce qu'on avait essayé de balayer très très largement. Ça, c'est des choses. Bon, on verra peut-être tout à l'heure quelles sont aussi les avancées de ces dernières années et puis peut-être les perspectives, mais ce sont des choses qui peuvent être envisagées dans le cas de l'épilepsie, c'est-à-dire d'avoir un traitement par une molécule qu'on n'a pas encore forcément découverte, en tout cas pas testée, et qui pourra un jour être utilisée dans le traitement. Quand ça fonctionne pas, parce que ça peut quand même arriver, la preuve, qu'est-ce qui se passe? Alors, on le traitera peut-être un tout petit peu plus tard. J'aurais peut-être qu'on voit ce qui concerne spécifiquement peut-être les adultes. Et puis les enfants. Alors, je ne vais pas quand même vous laisser monopoliser la parole, professeur Navarro, donc je vais peut-être la passer au professeur Auvin, qui nous parle un petit peu du cas des enfants. Comment ça fonctionne sur les enfants, comment on soigne les enfants par rapport à des adultes. Puis on verra après avec Estelle Goujon, décidément j'ai du mal avec les noms, pardon. Comment ça se passe aussi avec les enfants directement, enfin entre le lien entre le médecin et le patient. Le mode de raisonnement, en fait, pour le choix des traitements, il change pas beaucoup, en fait. On a des formes d'épilepsie qui sont un petit peu différentes, en tout cas, ou qui sont spécifiques de l'enfant, qui débutent dans l'enfance. Mais le mode de réflexion, il est le même. On a des molécules, on connaît leur efficacité ou pas, éventuellement leur effet d'aggravation sur un syndrome. Quand on a identifié la maladie, ça permet, de choisir le bon traitement,
2, éventuellement, pour un certain nombre d'entre elles, de dire les risques, c'est-à-dire est-ce qu'on a beaucoup ou pas beaucoup de risques d'avoir une réponse au traitement. Il y a malheureusement un certain nombre de maladies pour lesquelles, dès le diagnostic, on peut dire que 100% des patients feront des crises toute leur vie. Voilà, donc je pense que c'est aussi dur que ce soit à dire et encore plus à entendre, je pense, pour une famille. Il faut dire les choses, on est en 2019, on sait les choses, donc il faut les dire. Deuxième chose, il y a un certain nombre de maladies pour lesquelles on risque d'avoir des difficultés associées, ou sur le plan scolaire, ou sur le plan comportemental, ou même sur le plan du développement intellectuel. Alors quand on n'a pas de certitude, il faut dire que voilà, c'est à l'échelle du risque. Quand on a ces certitudes, il faut prendre le temps, mais annoncer les choses de la même façon. L'objectif de traitement, c'est la même chose, même s'il varie au cours du temps. C'est-à-dire que le traitement idéal initial, c'est pas de crise, pas d'effet secondaire. Et puis au bout d'un moment, de toute façon, quand on prend les chiffres, et même s'il y a eu 10 nouveaux médicaments sur les 10 dernières années, bon, j'exagère un peu, c'est un peu plus long que ça pour les 10 molécules, mais bon. Le nombre de patients résistants au traitement n'a pas changé, enfants comme adultes. On est entre 25 et 30% de patients qui sont résistants aux molécules disponibles aujourd'hui en 2019. Donc de toute façon, d'un prérequis, on aura 30% de nos patients qui ne seront pas répondeurs au traitement. Donc à un moment, il faut quand même dire les choses d'emblée, même si le traitement initial pour un certain nombre de maladies, on peut espérer que ce soit pas de crise et pas d'effet secondaire. Et en entrant dans la maladie, pour un bon nombre d'entre eux, on peut raisonnablement avoir cet objectif-là. Mais au bout d'un moment, c'est pas de crise pour le moins d'effets secondaires possible. Mais au bout d'un moment, il faut aussi dire que les médicaments, c'est pas la solution idéale, que les traitements, c'est sûrement bien pour pas faire de crise, mais ne pas avoir de vie et dormir 24 heures sur 24 pour pas faire de crise, c'est pas non plus un objectif. Donc au bout d'un moment, l'objectif va changer et ça va plus être pas de crise, ça va être éventuellement le moins de crise qui gêne la vie dans le quotidien pour le moins d'effets secondaires possible, et le seul objectif dans ce cas-là est la qualité de vie. Alors il y a des stratégies autres, on en parle, c'est la table ronde d'après, donc je veux pas non plus complètement Surtout changer. pas, attendez, ne dévoilez pas tout. Donc cette stratégie-là, elle est à peu près claire. Il y a une singularité de la pédiatrie où on traite des enfants. Donc en fonction de l'âge, les tout petits comprennent pas ce qui se passe. Ceux d'un âge moyen et qui n'ont pas conscience des crises ne comprennent pas non plus ce qui se passe. Ils comprennent que les parents sont très inquiets, voire complètement flippés. Et donc ça change les règles éducatives et le mode de relation familiale et tout ce qui va avec. Et puis après, les plus grands sont directement concernés. Et les plus grands, j'ai envie de dire, ils sont pas bien grands, mais à partir de 11-12 ans, ils sont en charge carrément direct. Je pense qu'il faut avoir une relation directe avec eux. C'est eux les patients et pas les parents. Alors il faut prendre en charge les parents aussi dans ce cadre-là, même s'ils sont grands, parce qu'un enfant de 12 ans, il grandit quand même pas sans ses parents. Mais il y a quand même quelque chose de singulier. Et c'est là où c'est parfois un peu différent des adultes par rapport aux effets secondaires. C'est les parents qui nous rapportent les effets secondaires, en particulier chez les petits, plutôt que chez les plus grands. Mais les parents ont vu les crises, ils ont cru que leur enfant allait mourir devant eux quand il y a eu les premières crises, donc ils veulent surtout pas de crise, mais ils veulent pas non plus d'effets secondaires, mais ils sont très partagés entre leur vécu émotionnel et est-ce que j'accepte des crises ou est-ce que j'en accepte pas. Que leurs enfants guérissent. Parfois ne veulent pas d'effets secondaires et acceptent les crises, parfois ne veulent pas accepter les crises et donc acceptent trop d'effets secondaires. Et c'est là où finalement on est quand même dans un modèle de maladie chronique ou dans un groupe de maladies où il faut jamais travailler seul de façon isolée, il faut travailler en équipe. Sinon, c'est comme prendre une photo de la Lune. Si je prends une photo de la pleine Lune ce soir et que le ciel est bien dégagé, je vais vous dire c'est un rond blanc, quoi, dans du bleu. Sauf que tout le monde sait que la Lune c'est une sphère. Donc si je regarde en 2 dimensions et que j'additionne pas d'autres compétences, d'autres personnalités dans le soin et dans la prise en charge du patient et de sa famille, je suis borgne et je ne vois qu'en 2 dimensions. Non, mais c'est important. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, le mode relationnel n'est pas le même. Bon, c'est un vécu quotidien. Je reprends souvent une histoire d'un collègue qui avait raconté ça et qui était un bon exemple, qui expliquait pourquoi c'est important de travailler de façon multidisciplinaire en groupe. Et c'était un collègue américain qui racontait... Dans le cas d'une maladie rare, il a une infirmière et puis qui prenait en charge les patients. Il expliquait, il avait voulu résumer en une seule histoire pourquoi c'était hyper important de travailler en groupe. Et il avait dit c'est simple, je suis arrivé, j'étais hyper en retard, donc l'infirmière a eu bien le temps de discuter. Elle me dit fais attention, ça va pas du tout, ils sont dans la panade financière, il y en a un qui a perdu son job, ils sont en train de s'engueuler, ils vont se divorcer, etc. Et il rentre et il dit bon ça va et tout ça hyper précautionnellement, tout va bien. Vous êtes sûr tout va bien? Ouais, tout va bien et tout ça, le traitement ça marche super, tout va bien.
Il prend du temps, mais tout va toujours très bien et ils ont jamais rien dit. Et en fait, forcément, on construit des modes relationnels différents. Parfois, on n'ose pas dire des trucs au docteur et tout ça. Et donc, on ne peut pas travailler de façon isolée. En particulier, alors le patient qui répond tout bien, qui a une vie tout normale, qui fait jamais d'effets secondaires, bon, éventuellement, qu'il soit suivi par une personne isolée, ça reste dans le domaine du possible, si la vie quotidienne est vraiment pas changée. Mais sinon, je pense qu'on peut plus ne pas travailler en groupe, quoi.